Territoire d'info, Cyril Viguier. Bonjour à tous et bienvenue dans notre matinale d'info en ce vendredi. Aujourd'hui, notre invité, c'est Bruno Le Roux. Bonjour Bruno Le Roux. Vous êtes président du groupe socialiste à l'Assemblée nationale et député de Seine-Saint-Denis. Merci d'être avec nous ce matin. Merci. Pour vous interroger à mes côtés, Christophe Bordet de Sud Radio. Bonjour Christophe. Bonjour. Et Michael Zamès de Public Sénat. Bonjour Michael. Bonjour. Bruno Le Roux, de mon chiffre, la croissance selon l'INSEE au premier trimestre est à plus 0,5%. C'est plus fort que prévu. Est-ce que tout est aligné pour que François Hollande soit candidat en 2017 ? En tout cas, ça va mieux. Et quand je reprends cette expression, ce n'est pas pour faire oui, je vois le sourire, mais que dire de plus que cela ? Oui, cela va mieux. Tout simplement parce que les chiffres commencent les uns et les autres à s'entraîner dans la bonne direction. Pas simplement l'un. Michel Sapin il y a quelques minutes d'ailleurs. Pas simplement l'un d'entre eux. Mais tous les chiffres commencent à être alignés et chacun porte le chiffre de la consommation, porte celui de la croissance, celui de la croissance. Le meilleur consommation des ménages, bien entendu, le meilleur depuis 2004. La consommation porte la croissance porte la baisse du chômage. Et donc c'est pour ça que je le dis, c'est le résultat d'une situation qui s'améliore dans notre pays. Donc ça va mieux pour le pays. Je veux maintenant que très vite nous puissions montrer que ça va mieux pour les Français. Ça va être un slogan de campagne ? Mais non, quand ça va mieux, c'est une constatation, mais elle est un socle, elle est une base. Et quand on dit ça va mieux, il faut ensuite pouvoir expliquer pourquoi ça va mieux. Christophe Bordet. Justement, toutes les étoiles s'alignent, c'est formidable, les petits oiseaux chantent ce matin, c'est merveilleux. Ça va mieux, oui, mais quand on regarde ce qui se passe dans la rue, on n'a pas l'impression quand même que ça va mieux à tous les niveaux, clairement. C'est bien pour ça que... C'est bien pour ça quoi ? Sans parler de la rue, nous allons peut-être y venir après ce qui s'est passé, mais c'est pour ça que moi je veux très vite qu'il y ait la transformation entre le ça va mieux pour le pays et le ça va mieux pour les Français. Je veux d'abord... Comment vous faites cette transformation ? Mais d'abord, peut-être, le ça va mieux pour le pays crée une ambiance. Vous savez, beaucoup de Français aujourd'hui, ceux que je rencontre, nous disaient mais de toute façon, on ne s'en sortira pas de la crise. Donc il faut marteler, ça va mieux. Non, il y avait une forme de défaitisme. Non, je pense que si chacun fait son travail, vous-même, en disant la réalité de ce qu'est le pays, les Français vont se dire mais oui, ce pays aujourd'hui n'est pas à la traîne, il n'est pas différent des autres pays, au contraire, il va mieux. Il a réussi à surmonter la crise alors que le modèle social a été préservé. C'est le seul pays d'Europe qui, pendant la crise, n'a absolument rien concédé de son modèle social. Bruno Le Roux, mérite d'être rappelé, cela. Bruno Le Roux, le chef de l'État en ce moment visite des entreprises, des usines où on crée des emplois, etc. Mais on ne l'a pas entendu parler hier, par exemple, des violences. On ne l'entend pas là-dessus. Est-ce qu'il faut que le chef de l'État, tout comme l'a fait le Premier ministre, condamne clairement les violences, fasse preuve d'autorité en la matière? Mais est-ce que vous pensez, quand vous dites qu'il visite les usines, etc., est-ce que vous pensez que Moi, je pense rien, je vous pose une question. Non, mais dans ces moments-là, il y a toujours, de la part du chef de l'État, du Premier ministre, du gouvernement, de moi-même au moment où je suis, une condamnation absolument sans faille de toutes les violences, et notamment là, des violences dans la rue contre les policiers, ceux qui sont toujours les héros de la République, pour ce qu'ils ont fait toute cette année passée, pour ce qu'ils font pour protéger les Français. Quand même. Non, moi je n'oublie pas ces héros. Ils sont tous les jours au travail, tous les jours, toutes les nuits au travail. Et donc qu'il y ait des manifestants qui s'en prennent aujourd'hui aux policiers, c'est condamné par le président de la République, c'est condamné par tous les démocrates et tous les républicains. Franchement. Mais je n'ai aucun doute sur la condamnation, et le Premier ministre et le ministre de l'Intérieur, quand ils s'expriment, ils portent la voix du président de la République. Et le gouvernement sont coupables de la situation que l'on vit aujourd'hui dans les rues à Paris? Non. À Nantes, à Rennes ou ailleurs. Mais le droit de manifester, il est un droit constitutionnel. Et on est en état d'urgence. On est en état d'urgence. Mais il y a l'état d'urgence. Mais bien entendu. Et donc nous devons assurer la sécurité des manifestants. Il ne peut pas y avoir de restrictions démocratiques et des règles démocratiques en état d'urgence, et notamment le droit de manifester. Mais le droit de manifester, ce n'est pas le droit de casser, ce n'est pas le droit de taper, ce n'est pas le droit de frapper, ce n'est pas le droit de combattre. Et cela, il faut le dire, et il faut que les organisateurs de ces manifestations, d'ailleurs, peut-être qu'il serait mieux que dans ces manifestations, on ne dise pas quelquefois n'importe quoi.
Quand j'entends ce qui se dit sur la loi travail, une loi qui va dégrader la situation des salariés, etc., tous ces éléments que j'entends aujourd'hui dans la rue... Pas de condamnation quand même du parti de gauche, pas de condamnation de l'UNEF. Il condamne quoi? Les violences policières et sociales. Voilà ce qu'il condamne. Mais c'est bien pour ça que je demande, on ne peut pas s'abriter derrière des figures rhétoriques quand on mène le combat et quand un certain nombre de casseurs mènent le combat contre ceux qui sont les représentants de la République. Et donc il faut que les organisateurs, de façon très claire, mettent à l'écart ces casseurs qui ne représentent en rien ce qu'ils sont, mais il faut qu'ils s'en dégagent et qu'ils mettent un cordon démocratique entre ceux qui cassent et ceux qui manifestent. Michael Zamès. Il y a eu 24 gardes à vue hier soir en marge de la dispersion des Nuits debout. Frédéric Lordon, qui est un proche de Nuits debout, un économiste, dit, je voudrais que vous réagissiez à cela, on n'est pas là pour faire du débat, mais du combat, nous n'apportons pas la paix. Qu'est-ce que vous lui répondez? Mais moi, je reconnais ce mouvement comme étant une forme de débat, pas une forme de combat. Ça n'existe pas pour moi. Ça n'existe pas dans notre République. Et aujourd'hui, à chaque fois que l'on m'a interrogé sur Nuits debout, j'ai dit que c'était une forme d'agora, une forme de débat là, ce n'est plus une agora. Que je n'épousais pas, mais c'est pour ça que je trouve que ces propos sont graves. Et que ces propos amènent à des dérives et amènent forcément à des problèmes. Il n'y a pas un moment où il faut interdire cette situation et interdire Nuits debout? Mais je ne sais pas s'il faut interdire Nuits debout, je ne sais pas si cette personne est représentative de la totalité de ceux qui se réunissent pour débattre. Je dis simplement que quand l'on se réunit, c'est pour débattre et pas pour combattre. C'est pour essayer de porter du progrès et du débat, c'est pas pour essayer de porter la guerre. Et donc là, il y a des propos qui me semblent très graves. Bruno Leroux, est-ce que vous n'avez pas été trop naïf face à cette situation? Parce qu'on voit bien quand même aujourd'hui que les syndicats hier dépassés par les événements et le gouvernement quand même un peu dépassé par les événements. Non, le gouvernement n'est pas dépassé. Il est là pour assurer l'ordre des manifestations et malheureusement il a à intervenir quand il y a des casseurs. C'est pour ça que je demande à ce qu'il y ait une condamnation. Et de l'autre côté, nous travaillons sur le texte depuis maintenant 1 mois et demi. Nous faisons tout notre travail et je comprends aujourd'hui qu'il faut continuer à le faire pour expliquer à tout le monde la réalité de ce texte. C'est ce que nous allons commencer à faire en séance publique à l'Assemblée nationale mardi prochain. Et j'espère bien que tous les fantômes qui sont brandis aujourd'hui par ceux qui parlent de ce texte sans le connaître vont tomber. Alors justement sur ce texte. Deux questions sur ce texte. Est-ce que vous avez commencé à pointer le nombre de députés qui pourraient voter contre? Mais certains l'ont dit. Et donc il y a aujourd'hui trop de députés du groupe socialiste, du groupe majoritaire, qui disent, pour des raisons d'ailleurs qui petit à petit ont toutes disparu dans le texte. Il pouvait y en avoir dans l'avant-projet. Nous avons fait un travail, Christophe Sirugue, le rapporteur, a fait un travail de fond extraordinaire d'écoute, d'amélioration du texte. Mais il y a trop de députés qui aujourd'hui, mais comme je le connais depuis maintenant 2 ans sur les textes importants, disent nous n'irons pas dans ce sens, nous ne voterons pas ce texte. Et donc j'essaye de réduire ce nombre, bien entendu, d'ici la semaine prochaine. Est-ce que vous excluez aujourd'hui d'utiliser le 49.3 sur ce texte? Ce n'est pas en tout cas ni ma demande, ni ma prévision, et je souhaite que le débat permettre de dégager une majorité. Mais cela peut arriver. Cela peut arriver. Le 49.3, il est dans la Constitution. Il est un outil dans la main de l'État. Moi, je ne souhaite pas qu'il soit utilisé. Je ne souhaite pas que nous y ayons... Je ne souhaite pas que nous y fassions référence avant même que le débat commence. Et je souhaite que le débat puisse s'installer sur le fond, justement, pour mettre mal à l'aise ceux qui, depuis maintenant des semaines, sont dans la caricature de ce texte. Et je ne veux pas qu'ils s'en sortent à bon compte avec un outil de procédure. Ce que je veux, c'est mener le débat contre ceux qui caricaturent ce texte, qui apporte des droits nouveaux aux salariés et aux entreprises. Et nous allons montrer que l'un et l'autre ne sont pas antinomiques. Et quand vous voyez les manifestations dans les rues et les violences qui vous disent retirer ce texte, vous n'avez pas songé à un moment donné à retirer? Mais je reçois tous les jours des organisations qui me disent il faut tenir, des organisations de jeunesse encore que j'ai reçues hier qui me disent ce texte il est bon, il s'est amélioré, il améliore nos conditions, la garantie jeune est importante et donc il y a beaucoup plus de Français aujourd'hui qui sont en attente de savoir ce qu'il y a dans le texte que ceux qui veulent faire un coup contre le gouvernement une nouvelle fois et qui sont prêts pour cela à mettre au placard un texte utile aux salariés et aux entreprises. Alors, quand vous parlez de ceux qui veulent faire un mauvais coup au gouvernement, tout d'abord, c'est qui? C'est l'ultra-gauche, les frondeurs, c'est qui aujourd'hui? Et deuxièmement, est-ce que vous êtes inquiet pour le 1er mai, dimanche? Manifestation partout en France, est-ce que vous êtes inquiet? Mais je ne peux pas être inquiet de manifestations, je suis inquiet des casseurs qui aujourd'hui me semblent avoir accompagné, noyauté un certain nombre de ces endroits. Donc ça peut encore dégénérer dimanche.
Oui, et pour que ça ne dégénère pas, il faut que chacun des organisateurs prenne clairement ses responsabilités et qu'on n'excuse aucune violence. Vous êtes victime de l'ultra-gauche? Je ne sais pas si... Mais vous savez, quand ils sont cagoulés et masqués, je ne sais pas s'ils viennent de l'ultra-gauche, de l'ultra-droite ou de quelque part ailleurs. Je dis simplement qu'ils sont des délinquants, des casseurs et que je n'ai pas besoin d'autres caractérisations que celle-ci. Sans transition, Bruno Leroux, on passe une problématique de société. On a été interpellé ce matin par un sondage IFOP pour le Figaro. 52% des électeurs socialistes pensent que l'islam a une place trop importante dans la société. Est-ce qu'il y a un problème dans votre propre camp avec ce... Un problème, non. Un débat, oui. D'ailleurs, je vous en donne quel est ce débat ? La preuve. Il n'y a pas de problème avec la religion, l'islam. Le problème, non. Des questionnements, oui. C'est d'ailleurs pour cela que Jean-Marc Ayrault avait lancé, et j'ai continué depuis 4 ans, il avait lancé sous la législature précédente les rencontres de la laïcité du groupe, une fois par an, pour débattre sur l'actualité de notre vie, la façon, les questions qui pouvaient se poser dans l'espace public, dans l'espace privé. Parce que l'on voit bien aujourd'hui que la laïcité, qui est un principe fondamental pour notre République, mais qui en même temps permet toutes les religions, il y a des pays qui n'en permettent qu'une seule. Nous permettons l'expression de toutes les religions dans notre pays. Et la forme d'expression, la forme de chacune de ces religions peut aujourd'hui poser un certain nombre de questionnements dans l'espace public, dans la façon dont elles s'organisent. C'est à cela qu'il faut répondre. Pour moi, je n'y vois pas un problème, j'y vois comme la nécessité à un dialogue. Bruno Leroux, Franck Berton, l'avocat français de Salah Abdeslam, disait hier que c'était l'aide juridictionnelle qui allait payer ses honoraires pour défendre le seul terroriste encore en vie après les attentats de Paris. Autrement dit, c'est l'argent public qui va payer l'avocat d'Abdeslam. Est-ce que vous trouvez ça normal dans ce cas précis ? Je préfère que ce soit l'argent public que l'argent de la drogue ou que l'argent d'organisation. L'argent de sa famille, par exemple, on aurait peut-être pu demander à sa famille de payer. Je ne sais pas, peut-être qu'il pourra être... Je pense qu'il y a des procédures qui peuvent permettre de récupérer s'il le faut, mais en même temps, il y a des règles de droit et moi je souhaite qu'il puisse être jugé en France. Ça peut paraître choquant. Mais bien entendu que ça peut paraître choquant, mais là, je veux en même temps que nous réfléchissions. Chacun veut aujourd'hui qu'il soit jugé, et jugé dans notre pays. Et pour qu'il soit jugé dans notre pays, il faut qu'il soit défendu dans notre pays. Et donc moi, je préfère qu'il soit défendu aujourd'hui dans notre pays et que nous essayions de récupérer, bien entendu, l'argent qui pourra être consacré à cela, mais je veux qu'il soit jugé en France parce que nous devons ça aujourd'hui aux familles de victimes, la vérité, un procès qui doit être exemplaire et surtout essayer d'apprendre de nouvelles choses qui puissent permettre d'éviter que cela se reproduise. Alors voilà, moi je préfère en tout cas que les choses soient claires plutôt que le bruit commence, que ça serait payé tout ça avec l'argent d'organisations terroristes qui transiteraient pas. Au moins c'est clair. Peut-être avez-vous lu le magazine Society où Manuel Valls donne une grande interview. C'est le droit d'inventaire avant l'heure. Là aussi, il y a 4 erreurs, notamment du quinquennat. Là où vous-même, vous préconisez de lancer aussi une forme de EO la gauche avec du programme en plus, c'est bien ça à partir de lundi. Eh ben, Manuel Valls, lui, va plutôt sur les échecs de ce quinquennat. Vous ne voyez pas un problème ? Je n'ai pas lu encore cette interview. Le temps me semble n'être pas encore au bilan, notamment... Mais pas encore dans le droit d'inventaire ? Mais on ne peut pas commencer, comme vous l'avez fait d'ailleurs fort bien, une émission sur les chiffres qui s'améliorent et qui sont le résultat aussi d'une politique. Et vouloir être autre part que dans l'action. Moi, je ne veux être jusqu'au dernier moment de ce quinquennat que dans l'action. Mais EO la gauche, c'est un bilan, c'est le quinquennat. Mais ce n'est pas un bilan, c'est une interpellation pour dire « faut se réveiller ». Et vous, du progrès en plus, c'est quoi alors ? Ce que nous avons fait depuis maintenant 4 ans ne recèle ni la moindre trahison, ni le moindre renoncement. C'est ça, EO la gauche. C'est de dire que dans le même temps, nous avons affronté le réel, la difficulté, la faible croissance, le chômage qui augmentait, tous ces indicateurs de dette qu'on nous avait laissés, de déficit, et que nous avons pris à bras-le-corps le réel, mais que nous avons continué parce que nous sommes la gauche à créer de nouveaux droits. Et moi, je veux décliner ce en quoi nous avons créé depuis 2012 du progrès en plus. Et nous allons le faire de façon volontaire à partir de la semaine prochaine, parce que le temps n'est pas au bilan, il est à la valorisation de ce qui a été fait. Quand vous dites qu'il faut se réveiller, ça tombe bien, il y en a un qui est très très bien réveillé, c'est Emmanuel Macron. Il ne cache pas ses ambitions pour 2017, on le sait. Dans la presse allemande,
événement d'hier. Il dit vouloir façonner le futur du pays. Il faut une autre offre. Macron, objet identifié, de plus en plus incontrôlable, à votre avis? Moi, je ne le pense pas, mais j'observe que c'est un certain nombre d'analyses auxquelles lui-même doit faire cesser. Voilà. C'est-à-dire Oui, qu'est-ce que vous voulez dire? Pour moi, les choses sont claires. Emmanuel Macron, aujourd'hui, est capable d'élargir le camp du progrès et il fait cela pour la valorisation de ce que fait le président de la République et pour la réélection du président de la République. C'est pas ce qu'on comprend. Eh bien, écoutez, c'est pour cela que je dis que c'est à Emmanuel Macron de vous dire les choses de la façon la plus claire qui soit. Moi, c'est mon analyse. Je lui demande, si vous ne la comprenez pas, de vous la confirmer. Manuel Valls dit dans son voyage hier, c'est au président de la République maintenant de régler le cas Emmanuel Macron. Je pourrais rattacher ça à ce que je viens de vous dire. Mon analyse est que Emmanuel Macron dit et fait ce qu'il fait aujourd'hui pour n'est pas un faire problème en sorte pour vous aujourd'hui de porter à lui aussi l'action du président de la République. S'il faut Non, mais il doit éclaircir sa situation aujourd'hui. Mais il pour doit moi, éclaircir quoi, son discours? Mais pour moi, non, parce que pour moi, les choses sont claires. Mais j'observe qu'elle ne l'est pas pour beaucoup d'observateurs de la vie politique. Et donc, peut-être doit-il dire les choses de façon plus claire. Je suis aujourd'hui au service de ce que fait cette majorité et du président de la République que j'accompagnerai lors de la prochaine élection. Si les choses étaient dites comme ça, et s'il ne dit pas ça, je pense que ce serait plus clair. Bruno Leroux, merci. Vous êtes président du groupe socialiste à l'Assemblée nationale, député de Seine-Saint-Denis. Merci d'avoir été notre invité ce matin dans cette matinale d'info. On passe à l'analyse de vos propos, mais aussi de l'actualité avec les éditorialistes dans un instant. Voilà, bonjour Olivier Auguste, que j'accueille pour la première fois sur ce plateau. Merci d'être avec nous. Vous êtes rédacteur en chef adjoint de l'Opinion. Merci d'être ici. Et Jérôme Cordelier, vous êtes rédacteur en chef des éditions régionales du Point. Merci d'être avec nous en ce vendredi. Merci à tous les deux. Alors, ça va mieux? C'est ce que Bruno Leroux a martelé. C'est devenu presque un slogan de campagne. Enfin, on verra en tout cas. Les chiffres de la croissance au premier trimestre sont de plus 0,5%. Est-ce que tout est aligné pour que François Hollande soit candidat en 2017, Olivier Auguste? Ça va mieux. Alors 0,5%, c'est effectivement mieux que ce qu'on avait avant. Donc on ne peut que s'en réjouir. Si on regarde un tout petit peu le détail des chiffres, ça va mieux grâce à la consommation. Et ça, très clairement, c'est pas parce que le chômage baisse, c'est parce que le pétrole a plongé et que ça a libéré du pouvoir d'achat. Oui. Reste... Depuis 2004, en tout cas, tout ça n'avait pas été aussi bon. Non, effectivement, mais il y a eu quand même un alignement de conjoncture pétrole, taux d'intérêt à zéro notamment, qui vraiment libère du pouvoir d'achat. Quand on regarde par exemple nos exportations, elles sont encore en recul au premier trimestre, donc c'est pas un signe très encourageant. Moi, ce qui me frappe, c'est que ces jours-ci, l'Élysée a fait passer une petite musique selon laquelle finalement l'économie serait peut-être pas un thème de campagne très important pour 2017, parce que on a fait l'essentiel. C'est un petit peu culotté, à mon sens. Est-ce qu'il y a une traduction pour les Français de cette amélioration, Jérôme Cordelier? Non, on le voit dans la rue actuellement. Ça va mieux, vous savez, mais il faut rapprocher ça, je pense, du grand succès de tous les best-sellers sur la pensée positive. Donc ça va mieux, c'est de la pensée positive appliquée à la politique. Donc, mais effectivement, il n'y a pas de traduction concrète. Mais bon, il y a toujours un petit décalage entre les chiffres, les statistiques et les traductions concrètes. Avec des préoccupations sociales pour les Français. Alors, la lutte des classes reste une réalité pour 2 tiers d'entre eux, 69%, selon le dernier baromètre Odoxa MCI, qui est publié ce vendredi chez nos confrères du Parisien. Est-ce que vous estimez qu'en France, à l'heure actuelle, la lutte des classes est une réalité ? Vous me posez la question ou c'est la question du sondage? Puisque 69% des Français le pensent. Puisque de toute façon, c'est toujours les problèmes économiques et sociaux qui définissent l'air du temps et la matrice politique et sociale, économique et sociale en France. Donc évidemment que la lutte des classes, et puis on ne peut pas dire que les syndicats, et pas seulement les organisations comme la CGT, on se rappelle de l'affiche qu'ils ont fait récemment, ou même actuellement l'UNEF, font tout pour décrisper les tensions entre les groupes sociaux. Donc évidemment que il y a énormément de crispation actuellement, quoi. Olivier Auguste, c'est un sondage qui vous étonne? Oui, je trouve que c'est frappant de voir à quel point il y a un retard ou un décalage entre la perception politique, médiatique, sociale des choses et la réalité des choses. Je voyais hier dans une manifestation d'intermittents devant le MEDEF une personne qui était déguisée
censément en patron. Donc c'était costume, cravate et haute forme. Alors si vous croisez encore des patrons comme ça, dites-le moi, ça m'intéresse. Maintenant, c'est plutôt jean, basket. Voilà, mais voilà, les patrons d'aujourd'hui. Le e-business, c'est pas ça. Évidemment, il y a des. On peut pas dire que ils soient en haute forme. Évidemment, il y a 40 patrons du CAC 40 par définition qui gagnent très très bien leur vie, mais patrons aujourd'hui, entrepreneurs dans ce pays, c'est effectivement des start-up. C'est quand on regarde les chiffres précisément, il faut le faire. Hein. C'est souvent des gens qui gagnent à peine le salaire d'un cadre moyen, qui prennent des risques en investissant leur argent propre, etc. Donc effectivement, cette perception-là, elle existe encore. Elle est effectivement entretenue par une partie des syndicats, et en tout cas ceux qui sont dans l'opposition claire, notamment à la loi El Khomri en ce moment, CGT, FO, mais elle date un tout petit peu, je pense. C'est finalement la question de savoir ce que sera la gauche de demain, et c'est ce que François Hollande va aller pointer à la Fondation Jean Jaurès mardi. C'est un bon thème pour amorcer les choses, ça? La gauche de demain. Oui, on a bien vu dans vos questions à Bruno Le Roux à quel point il était à l'aise avec tout ce qui concernait Emmanuel Macron. Hein. On voit bien que ça pose un vrai problème. La gauche de demain, c'est intéressant comme débat, parce que par exemple, comme on voit comment Bernard Cazeneuve, Bruno Le Roux ce matin encore, chargent les organisateurs en disant les organisateurs doivent prendre la mesure, mais les organisateurs, c'est l'UNEF. Donc il faut entendre William Martinet hier qui dit, nous on ne peut pas contrôler évidemment tous les casseurs qui sont de plus en plus structurés et professionnalisés. Donc, enfin, je veux dire, c'est quand même un gouvernement de gauche qui charge l'UNEF, qui a longtemps été la plateforme, la rampe de lancement pour tous les dirigeants socialistes. Donc, il y a vraiment un gros problème de la gauche et de rapport entre la gauche de gouvernement et la gauche frondeuse. On se souvient de l'interview de Valls dans Libé, de Manuel Valls dans Libé, où il disait il y a une gauche qui ne veut pas gouverner, qui n'assume pas, qui n'est pas prête à assumer des responsabilités. Plus celle de Society, où il reconnaît quelques erreurs. Il fait mea culpa, minima. Oui, mais je crois que la gauche d'aujourd'hui, en tout cas la gauche qui est au pouvoir, la gauche de gouvernement, elle a le même problème depuis fin 2012-2013, quand François Hollande a annoncé le CICE puis le pacte de responsabilité. C'est-à-dire qu'elle a été élue sur un programme qui n'est pas celui qu'elle met en œuvre. Point barre. C'est ce qui lui pose problème avec l'UNEF, avec la CGT, avec les frondeurs. J'ajouterais que la gauche de gouvernement a le même problème que la droite de gouvernement, c'est l'impuissance à réformer et à décrisper une société bloquée. En tout cas, l'attitude d'Emmanuel Macron, elle continue de faire débat. Bruno Le Roux, ce matin, qui était notre invité dans cette matinale d'info, l'a pointé, cette attitude au fond. Comment ils peuvent se sortir de ce dilemme? Il est au gouvernement et en même temps, il est le plus populaire de tous, et de loin, même devant Alain Juppé dans les derniers sondages. Mais certains, y compris nombreux au sein des rangs socialistes, même s'ils le diront difficilement en face d'une caméra, estiment que finalement le problème, c'est pas Emmanuel Macron qui dit ce qu'il pense, qui construit sa trajectoire, qui a une ambition sans doute importante. C'est François Hollande qui le laisse faire. D'ailleurs, le Premier ministre il est là, sous-entend dans cette même interview de Society que le problème d'Emmanuel Macron, c'est celui de François Hollande. Ça commence à percer, il laisse faire, mon cher confrère, ou il instrumentalise. On ne sait pas encore. On saura certainement. Mais c'est vraiment comme le sous-entend le Premier ministre, le problème de François Hollande, c'est à lui de le régler? C'est-à-dire le problème Macron? Oui. Évidemment, mais on peut se demander aussi, enfin après on peut faire des conjectures et puis lire dans le mar de café, mais il pourrait y avoir un ticket, je dis comme ça, je fais de la politique fiction, François Hollande, Emmanuel Macron, pourquoi pas? Puisqu'on se prépare à droite à un ticket Nicolas Sarkozy, François Baroin. Donc voilà. Mais en tout cas, effectivement, si la ligne d'Emmanuel Macron n'est pas compatible avec celle du gouvernement, c'est à François Hollande de le dire. Alors s'il ne le dit pas, effectivement, c'est peut-être avec quelques arrière-pensées, et tout le monde connaît son art de la tactique politique. Mais c'est vrai qu'Emmanuel Macron va être dans une position intenable. Alors, on regarde vos unes, celle de l'opinion, Olivier Auguste. Oui, on est un tout petit peu en avance sur le 1er mai, puisqu'on s'est penché sur Marine Le Pen, qui défilera cette année. Un an pour ne plus faire peur, avec une photo de Marine Le Pen, les mains croisées, je parle pour nos amis de la radio. Oui, c'est toute regardant vers l'avenir. C'est l'apaisement, c'est tout le thème qu'elle veut développer, ce qui nous semble très intéressant. On l'a longuement rencontré, on a essayé de décortiquer sa stratégie dans l'année qui nous amène à la présidentielle. C'est que justement, elle s'intéresse pour le moment beaucoup plus aux législatives
législatives qui vont suivre qu'à la présidentielle. Ça, c'est assez intéressant parce que quand on pense qu'on va gagner une présidentielle, on se dit, même la majorité législative, je l'aurai dans la foulée, ça viendra tout seul. Là, elle est en ce moment en train de caster, entre guillemets, des candidats, de vraiment travailler circonscription par circonscription, quasiment déjà. Et donc, pour préparer ces législatives, on se dit que l'idée, c'est peut-être plus d'avoir un maximum de députés FN que de s'assurer une victoire à la présidentielle pour ensuite être majoritaire. Jérôme Cordelier, la une du Point avec Oui, vous, avec alors, le monde musulman avant les islamistes. Franchement, je ne veux pas vous la survendre, mais on a une passionnante parce qu'on a fait une plongée dans les archives à la fois photographiques. Il y a des photos inouïes des États musulmans maintenant beaucoup plus stricts et avant, comment ils étaient avant. Et il y a aussi, on a essayé de retrouver les phrases de Bourguiba, Nasser. Il y a une phrase de Nasser incroyable qui dit aux frères musulmans: vous avez qu'à vous voiler vous-même avant de voiler les autres. Donc voilà, c'est vraiment un dossier passionnant. Sur le monde musulman, merci Jérôme Cordelier du Point, merci Olivier Auguste de l'Opinion. On se retrouve demain matin pour les meilleurs moments de cette matinale d'info avec un best-of à 8h sur Public Sénat. Merci à tous, bon week-end et à lundi.